Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler anthropologie avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Lara. Marie est une amie d'enfance. Nous avons notamment un souvenir qui date d'il y a très longtemps d'un anniversaire à Quick, incroyable. Mais au-delà d'être mon amie d'enfance, c'est aussi une anthropologue. Elle va se présenter, mais juste en guise d'introduction. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui ? En France, il n'y a pas forcément une grande culture de l'anthropologie, on fait beaucoup de sociologie mais pas beaucoup d'anthropo. Alors on en reparlera en cours de vidéo sur les potentielles différences ou quoi entre l'anthropologie et la sociologie. Mais en tout cas, c'est une discipline extrêmement intéressante et dont j'avais envie de discuter avec Marie qui a fait tout son parcours d'études et qui continue de travailler dans l'anthropologie. Est-ce que tu pourrais donner quelques éléments de ton parcours pour démarrer ? Oui, alors j'ai commencé en licence d'anthropologie à Québec au Canada et ensuite en master en Écosse à Saint-Andrews. Et après voilà, quelques années, je commence une thèse en anthropologie à Manchester et qui va porter sur l'avortement au Chili et sur l'activisme autour de ces revendications. Alors du coup, pour démarrer cette vidéo, déjà il semblait important de redéfinir un peu les contours de ce que c'est que l'anthropologie. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez fait des sciences humaines ou pas, parce que si vous n'en avez pas fait, peut-être que vous n'avez même jamais entendu trop parler de cette discipline. Quant à moi, pour donner mon expérience de française, et qui n'a pas forcément fait d'études de sociaux en France, en fait, moi j'ai l'expérience de l'anthropologie, de lecture que j'ai faite en terminale en philo à l'époque, où je lisais Lévi-Strauss. Et pour moi, c'était l'étude je mets beaucoup de guillemets bien sûr, mais de peuples primitifs, de cultures primitives, où les mecs, parce que c'était souvent des mecs, allaient faire des terrains d'un ou de plusieurs années, et ensuite, effectivement, ramenaient des connaissances de ces peuplades primitives, si différentes de nous, etc. Et forcément, c'est extrêmement daté, très colonial, et il m'avait semblé, en France, qu'on n'avait pas forcément trop poursuivi cette école de l'anthropologie. Et moi, après, je me suis intéressée à la socio, mais pas trop à l'anthropo jusqu'à très récemment, et notamment grâce à Marie, en fait. Et donc, je voulais te demander, Marie, comment on pouvait définir l'anthropologie, que tu nous précises un peu les différentes branches de cette discipline et ses évolutions aussi. Alors, oui, l'anthropologie, en fait, on définit ça souvent en différentes sections. Donc, on a l'anthropologie physique, qui est souvent celle à laquelle les gens pensent le plus, par exemple. Comme on a l'anthropologie médico-légale, donc l'examen de squelette, donc la série Bones a beaucoup contribué à ça. Ensuite on a la linguistique, on a l'archéologie et on a l'anthropologie sociale et culturelle qui est donc mon domaine. Et donc ça c'est plutôt une définition on va dire nord-américaine de l'anthropologie. Okay. Et ensuite, voilà, donc l'anthropologie c'est l'étude du genre humain dans toute sa... Voilà, dans toute sa grandeur, on va dire. L'étude du genre humain dans toute sa complexité. Sa complexité, voilà, tout ça, d'accord, tout à fait. Et donc voilà, donc oui, l'image que tu en as, ou l'idée que tu en as, c'est vrai que c'est assez colonial, c'est l'origine de l'anthropologie, et c'était très de l'Occident vers l'Orient, c'était très de nous à eux. Et maintenant, en anthropologie, on a énormément de terrain, d'anthropologues français en France, d'anthropologues britanniques au Royaume-Uni, on fait beaucoup d'anthropologie chez soi, on va dire. Okay. Donc la perspective a un petit peu changé et on a aussi une anthropologie, d'anthropologues qui viennent de l'Orient, qui sont formés en Occident, si j'ose utiliser ces catégories, et qui ensuite retournent à la maison pour faire de l'anthropologie, donc ça a évolué. Alors du coup, forte de cette première définition, je voulais te demander un peu plus précisément comment on pourrait différencier, distinguer les disciplines que sont la sociologie, l'ethnologie et l'anthropologie. Sachant que d'une part j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire d'études d'anthropo à proprement parler en France, en tout cas j'en ai pas trop entendu parler à part éventuellement à l'EHESS. Et puis j'avais l'impression aussi, et là je pense que tu vas me corriger, mais qu'on parle souvent de sociologie pour parler des études que l'on fait sur nos propres sociétés et d'anthropologie sur les autres sociétés. Et là encore j'imagine que c'est une question d'évolution. Oui, alors la première chose à propos d'étudier l'anthropologie en France, moi en voulant étudier l'anthropologie en licence, j'ai effectivement cherché, alors ce n'est pas tout à fait vrai, l'université d'Aix-en-Provence offre une licence d'anthropologie. D'accord. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'ai l'impression que c'est très combiné avec la sociologie, mais c'est vrai que c'est plus rare que, mettons, au Royaume-Uni. Ce qui est étonnant, étant donné que l'anthropologie est très française à la base, enfin. Oui, mais elle n'a pas su, en tout cas en France, s'implanter. Donc, oui, c'est vrai que à ce niveau-là, souvent on devient anthropologue plus au niveau master, doctorat.
en France, je pense. Après, peut-être que quelqu'un me corrigera. Et donc sur les différences, est-ce que tu penses qu'il y a des différences véritablement de méthodologie peut-être? Oui, alors en fait c'est un point intéressant, ethnologie, anthropologie. En France, je pense que la définition c'est la même chose, plus ou moins. Après, quand je suis allée au Canada, j'ai failli faire une erreur en m'inscrivant en ethnologie, qui par contre est totalement différent, c'est la culture, on va dire, passée et le folklore. Et donc c'est dans les départements d'histoire, donc c'est très différent. Ça va être une culture muséologique. Ouais, d'accord. Donc ça c'est une étude très différente de ce qui est présent. Donc ça c'est la différence, on va dire, de la définition anglophone et nord-américaine. En France, je pense qu'on peut assimiler l'anthropologie à l'ethnologie, plus ou moins. Et sociologie, bah bon, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que c'est plus en rapport aux institutions de l'État, par exemple, que l'on va étudier les structures et les institutions de l'État, alors que l'anthropologie, ça peut être déjà des groupes beaucoup plus petits que la sociologie. On va pas forcément en anthropologie se référer aux Français, on va peut-être se référer à un groupe beaucoup plus restreint. De communautés, par exemple, les Bretons du Sud-Ouest, quelque chose comme ça. Donc l'échelle souvent est différente et c'est pas ancré dans une institution particulière. Après, pour avoir moi beaucoup lu de sociologie, une des dernières lectures que j'ai pu faire, et j'en ai fait une vidéo sur le travail scolaire, étudiait les lycéens dans leur rapport au travail. Tu vois, enfin, il y avait quand même un groupe précis, certes dans une institution qui est l'éducation nationale, mais bon, finalement j'imagine que les contours de ces définitions sont très flous. Alors dans ce cas de cette étude qui était très intéressante, ça pourrait totalement être une étude anthropologique, l'échelle par exemple, mais là les méthodes vont différer. Donc par exemple en sociologie on va utiliser du quantitatif, et en anthropologie on va dire presque jamais. Donc c'est l'occasion peut-être de faire un petit zoom sur cette méthodologie assez spécifique à l'anthropologie qui est la phase de terrain. Donc, et pour faire là le pendant sociaux, donc en sociaux, souvent il y a donc cette partie quanti avec les statistiques, les questionnaires éventuellement envoyés en masse, et puis souvent une phase d'entretien approfondi, parfois d'autres méthodologies, d'autres formes de méthodes qui se surajoutent, mais il n'y a pas forcément cette phase de terrain où tu vas vraiment vivre pendant un an avec la communauté que tu étudies. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça? Du terrain en soi. Donc oui, moi je n'ai pas encore été sur le terrain, donc je vais vous donner une idée préconçue. Mais donc l'idée c'est d'y aller au moins un an, souvent plus, et donc d'essayer du mieux qu'on peut de s'intégrer à la communauté de notre choix. Et voilà, d'observer tout en participant, et ensuite d'utiliser également des entretiens en profondeur, des entretiens informels, des questionnaires également, mais toujours en personne, je dirais. On a moins cette distance ou la possibilité d'envoyer des questionnaires à travers une institution. On est très très dépendant du participant, et je dirais que la relation de pouvoir de nos jours, en dehors du contexte du colonialisme, c'est un peu inversé, et on n'a pas une possibilité de dire à nos participants, bah voilà, vous avez ces questionnaires à remplir, à me retourner. C'est vraiment à nous de faire nos preuves et de nous intégrer, et ensuite peut-être d'avoir quelque chose en retour. Donc je dirais que de nos jours, on a une collaboration assez importante qui doit s'établir à ce niveau-là. Et donc voilà. Et moi j'ai le dernier livre d'anthropologie que j'ai lu, c'est La force de l'ordre de Didier Fassin, je l'incrusterai dans le plan, qui est un livre d'anthropologie du coup sur la police des quartiers en banlieue parisienne, où d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce que j'ai lu, puisqu'il fait toute une partie méthodo au début du livre, pendant 2 ans, il a été effectivement totalement intégré à des équipes de la BAC. Et donc il parlait beaucoup des différents biais méthodologiques, parce qu'au début tu arrives dans la communauté que tu étudies, et forcément tu n'es pas un des leurs, donc il y a un biais qui fait que autour de lui les personnes ne se comportaient pas comme d'habitude. Ah oui. Pas tout à fait, ils se sentaient observés, et ça biaise les comportements, et puis au bout de plusieurs mois, il sentait que les gens finalement se comportaient presque comme la normale, parce qu'ils faisaient un peu partie de l'équipe. Est-ce que du coup, toi tu penses aussi lors de ton terrain avoir ces moments plus ou moins longs d'inclusion? Oui, bien sûr. Alors on discute beaucoup pré-terrain de ce genre de problèmes ou d'obstacles, on va dire.
Et oui, tout à fait. Bon, déjà, il va y avoir une barrière de la langue. Ouais. Il va y avoir le fait que mon terrain touche à un sujet qui est sur la limite de l'illégalité. Ouais. Donc il va y avoir une grosse question de confiance entre moi et mes participantes qui vont me parler d'un acte qui est illégal. Et donc du coup, effectivement, il peut y avoir un très long moment de construction de confiance, de relation de confiance. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important pour les anthropologues. Et ensuite, le biais, évidemment, on en parle beaucoup, il peut y avoir un biais de genre, il peut y avoir un biais de race, enfin, je le dis ça parce qu'en français on dit pas ça, mais, non, mais on le dit de plus en plus. Oui, j'étudie en anglais, donc on utilise le concept de la notion de race en tant que moi, occidentale, blanche, qui va aller en Amérique du Sud. Et il peut y avoir, voilà, tout à fait un biais de pouvoir aussi. On se dit, bon, bah, est-ce que j'ai les moyens de prendre un an de ma vie pour aller étudier une culture tout en étant rémunérée par l'université. C'est un concept qui peut paraître étranger. Donc du coup, il peut y avoir énormément de biais à surmonter, à discuter et à surmonter, on espère. Alors du coup, je voulais te demander de nous en dire un tout petit peu plus, peut-être sur ta thèse, pour qu'on ait un peu de concret, que ça puisse aussi être plus palpable pour nous. Donc quel est ton sujet exact, qu'est-ce que tu as retiré un peu là, j'imagine, de ta revue de littérature, et puis comment tu envisages ton terrain. Cool. Bah alors, donc mon sujet, l'avortement au Chili, c'est très général. En fait, bon, pour le contexte, le Chili n'a eu droit à l'avortement qu'il y a 2 ans et dans des 3 causes très définies, viol, inceste, etc. Et il y a un énorme activisme au Chili, en Argentine, de réseaux de femmes qui vont s'entraider à accéder à l'avortement illégal, mais on va dire non dangereux, donc par médicament. Et donc tous ces réseaux font de la promotion, de l'information, et moi je voudrais travailler avec ces réseaux de femmes pour comprendre comment elles changent les gens, changent les lois, changent les normes sociales en fait autour de l'avortement au Chili progressivement. Et donc mon terrain, comme je le vois maintenant, hein, c'est amené à changer potentiellement, ce serait voilà, d'entrer en contact avec à la fois des universitaires et des chercheurs et chercheuses au Chili sur le thème de l'avortement et de la santé reproductive, et d'être en contact avec eux et de travailler avec eux au niveau universitaire, et ensuite que ça m'ouvre des portes pour pouvoir rencontrer les associations et les groupes de femmes qui s'occupent de cet activisme, on va dire, comment on appelle ça, grassroots activism. Ouais, voilà. Souterrain. Pas souterrain, mais voilà, on va dire à la base de la société. Ouais. C'est le besoin et la solution, c'est directement ça. Et donc voilà, donc j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec ces groupes, et donc en observation participante en anthropologie, devenir une volontaire pour eux, pour ces réseaux de femmes. Et donc comme ça, leur rendre quelque chose, ne pas être là à les regarder travailler et m'y intégrer. Donc cool. Voilà, et donc de ma revue de littérature qui n'est pas du tout finie, évidemment j'ai beaucoup de thèmes qui émergent. Alors ce qui m'intéresse énormément, c'est de discuter l'injonction à la maternité en fait, et la construction sociale de la maternité comme une fonction naturelle de la femme, ou comme voilà, une fonction politique de la femme, et donc qui en découle la citoyenneté. En fait, ça m'intéresse énormément, voilà, de comment les femmes sont et ont été toujours et sont toujours des citoyennes de second ordre dans beaucoup de pays, de par cette fonction reproductive. Et comment voilà, elle est instrumentalisée pour gagner l'accès à la citoyenneté, et comment ça devient également un boulet pour les femmes. Donc, mais il y a beaucoup d'autres aspects évidemment, mais bien sûr, ouais. Pour l'instant, oui, c'est les 2 principaux, la maternité et la citoyenneté. Ok. Et donc pour terminer, on avait envie de vous partager un peu des lectures qui nous ont marquées en anthropologie, qui, bah, voilà, comme pas mal de lectures, nous ont ouvert des réflexions, nous ont donné des grilles d'analyse sur la société, et bref, qui nous ont marquées, quoi. Donc je vais peut-être commencer avec juste 2 lectures, parce que j'aurais beaucoup moins de choses à dire que Marie. Pour ma part, et donc je mets de côté Lévi-Strauss évidemment, récemment, j'ai lu donc La force de l'ordre de Didier Fassin, dont je parlais tout à l'heure, qui est un ouvrage que je conseille,
J'ai cru comprendre avec une amie universitaire qu'il était néanmoins critiquable, donc si vous avez des éléments à apporter ou une autre opinion de ce livre, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Pour ma part, j'y ai trouvé une étude scientifique de la question des violences policières en banlieue et ça m'a beaucoup intéressée. Je trouvais que c'était un ouvrage qui se lisait bien tout en étant très sérieux, puisque c'est un anthropologue qui l'écrit et qui parle de son terrain pendant 2 ans. J'ai trouvé en fait que pour moi c'était très complémentaire de tous les témoignages que j'avais lus sur la question des violences policières et que je ne dénigre pas, que je ne dévalorise pas du tout. Mais du coup voilà, il y a les témoignages d'une part et puis une étude entre guillemets scientifique, enfin c'est pas entre guillemets d'ailleurs, c'est des sciences humaines, c'est scientifique, je devrais pas dire ça, et qui m'apporte du coup quelque chose qui est plus... avec un plus grand angle peut-être, et une certaine méthodologie qui permet une grille d'analyse sur toutes ces questions. Donc ça c'est la première lecture que je voulais partager, puis la deuxième, dans un tout autre genre, et peut-être plus à l'ancienne aussi, mais qui m'avait marqué, c'est Les Métamorphoses de la parenté de Maurice Godelier, qui est plutôt un classique, et qui s'intéresse du coup à toutes les formes de parenté, enfin toutes, non il n'est pas exhaustif bien sûr, mais à beaucoup de formes de parenté différentes de la famille nucléaire telle qu'on la connaît en Europe depuis longtemps. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant à l'époque, donc c'est un gros ouvrage mais qui se lit assez bien. Forcément il parle de terrain, il parle d'expérience, donc c'est aussi comme lire des histoires un peu quelque part. Et voilà, il y avait tellement de modèles possibles que même si j'en avais l'intuition, et bien là j'étais face à ces modèles différents et je trouvais que ça permettait aussi de prendre du recul face aux injonctions qui sont les nôtres aujourd'hui et aux modèles si normatifs et oppressants que l'on vit. Et toi du coup, est-ce que tu as des choses à nous partager, même si tu n'as pas forcément toutes les références en tête? Oui, alors bon, oui, effectivement, on pourra vous les rajouter après, les références. Donc dans mon domaine assez particulier, si certains s'intéressent aux droits reproductifs et en particulier à l'avortement, moi j'ai lu quelques monographes anthropologiques après qui datent des années 80-90, mais ça n'empêche à mon avis, le discours est très juste. Et surtout en fait en Amérique du Nord, et comment se construit en fait la rhétorique anti-choix, et sur quoi c'est basé, sur quelle vision du monde c'est basé, et l'importance que ces discours ont pour, on va dire, sauvegarder un mode de vie qui, bon, pour les personnes anti-choix est très important. Par exemple, la place centrale de la femme, épouse et mère, qui tient au foyer, et en fait ce que ces personnes-là ont à perdre par un discours pro-choix, en fait, tout simplement. Et donc c'est très intéressant parce que, évidemment, quand on est, par exemple, comme moi, très engagé et très campé sur ses positions, c'est intéressant de pouvoir intellectualiser, en fait, l'autre point de vue. Et donc ces anthropologues-là ne se positionnent pas par rapport à ces deux rhétoriques et vont parler tout aussi bien à des gens anti-choix et pro-choix. Et c'est délibéré, j'utilise le mot anti-choix parce que pour moi ce n'est pas pro-vie, hein. C'est très différent. On est bien d'accord. Et voilà, cette absence de choix en fait est très importante pour ces femmes pour pouvoir dire que leur rôle est essentiel et naturel, et elles auraient beaucoup à perdre avec une société, on va dire, libérale et progressiste. Et donc on vous les mettra en référence, et ça c'était très intéressant, et ça permet de prendre un peu de recul. Tu m'avais dit aussi que tu avais des lectures sur le genre. C'est vrai que je pense qu'on a eu la même sensibilisation au genre un peu au même moment, c'est-à-dire juste après notre bac en fait. Voilà. Et toi, ça a été côté anthropo que tu as fait ces expériences-là? Oui, tout à fait. En fait, en France, et ça remonte à 10 ans, on parlait de théorie du genre, on ne reconnaissait pas vraiment le genre comme un fait social, on va dire, et au Canada où j'étais c'était extrêmement différent. Ça faisait, juste petite parenthèse peut-être, parce que on va pas présupposer que tout le monde sait. Quand on parle de genre et non de sexe, on fait ici référence à toutes les constructions sociales, toute la construction sociale autour de ces sexes, c'est-à-dire que on appose des comportements, des rôles, des traits psychologiques, etc. Aux femmes et aux hommes, qui ne relèvent absolument pas de ce qu'on pourrait appeler la biologie, la physiologie. Et toute petite parenthèse dans la parenthèse, pour ceux que ça intéresse, même si on s'intéresse à la notion biologique de sexe, il est loin d'être si facile et évident que ça de distinguer deux sexes distincts, étant donné toutes les caractéristiques au-delà de l'appareil génital
qui composent un sexe ou des sexes. Et n'oublions pas non plus l'existence des personnes intersexes. Voilà, parenthèse clôturée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais du coup, je te laisse poursuivre du coup sur ta découverte des questions de genre en anthropologie. Oui, alors voilà, exactement. Il y a 10 ans, moi, j'arrivais voilà, de France, j'étais dans une université canadienne, et là-bas, tout le monde voilà, parlait de genre. Et donc j'ai pris un cours intitulé Anthropologie du genre, et donc j'ai découvert des auteurs comme Judith Butler, par exemple. Moi je pensais qu'elle était juste philosophe. Possiblement, hein, mais bon, en anthropologie on va lire un peu de tout, mais il me semble qu'elle a fait les deux. Et voilà, on déconstruisait cette notion de sexe en fait, et on y a rajouté le genre, et on parlait notamment de cultures dans le monde, mettons inuit, ou certains peuples d'Afrique, de l'Est, où il y avait des troisièmes genres, des quatrièmes genres, et des fonctions sociales qui changeaient selon les besoins. Par exemple, une famille sans fils, la fille aînée qui devenait un fils, et donc qui, tout en étant biologiquement femme, allait prendre toutes les fonctions sociales de l'homme, c'est-à-dire aller à la chasse, ramener la viande, la substance des repas, et donc ça c'était pour les Inuits si je ne me trompe pas, et il y avait d'autres tribus en Afrique de l'Est où la femme allait se marier avec une femme, étant donné qu'elle avait un statut d'homme, et qu'ensuite la reproduction se faisait par une tierce personne masculine, et donc ça remettait énormément de choses en question pour moi, c'était extrêmement intéressant, et donc du coup en cette première année de licence, ça a voilà, vraiment commencé ma réflexion. Vers les perspectives. Voilà. Et donc en termes d'anthropologie à lire, sinon moi j'ai beaucoup aimé lire des ouvrages qui traitent de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'Australie et des peuples autochtones, et comment ça en fait remet complètement en question la notion de personne qu'on peut avoir en Occident, la notion d'un individu par rapport à une notion de personne qui va bien plus loin que le corps physique d'un individu et qui s'étend à un groupe, et par différents systèmes d'échange, de rituels et de connaissances. Et donc bon, je peux essayer de retrouver les références. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'avais déjà fait, tu l'avais vu je crois, une vidéo en duo avec un ami philosophe, mais on l'avait plus scripté à l'époque parce qu'on voulait plutôt traiter du fond d'un ouvrage. Là, l'idée c'était plus d'un échange, un chit-chat talk autour d'une discipline que tout le monde ne connaît pas forcément trop en France. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous fait réagir, s'il y a des lectures que vous avez envie de partager, des questions à poser. Marie est très proche de moi, donc on se voit beaucoup, on échange beaucoup. Elle pourra peut-être réintervenir quand elle aura un peu avancé sa thèse et qu'elle aura trop des résultats et tout. Si je reviens vivante de mon terrain, ce sera... Non, ne nous stresse pas quand même. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fête à tous et à bientôt.